Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Bonjour Teddy, ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine. Bonjour Gaël, merci à toi pour l'invitation et à Bertrand un petit clin d'œil pour nous avoir fait nous rencontrer. Alors c'est l'une des premières fois effectivement que je vais interviewer, que je vais échanger avec une personne sur Aventure Humaine que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer. Mais la période actuelle et en même temps l'élan humain nous a fait un petit peu déroger à cette règle qui n'était pas vraiment une règle mais qui était ici normale pour nous sur Aventure Humaine. On se rencontrera très certainement bientôt, mais du coup voilà, aujourd'hui j'ai envie d'échanger avec toi parce que donc tu es le cofondateur d'IFAE. Et je pense qu'on va échanger pendant 1 heure et demie autour du territoire. On va parler de recrutement, de positionnement, de talent et de slashing. Je pense que c'est un terme que peu de personnes connaissent, mais qui est important à creuser. Avant de commencer, est-ce que je peux te proposer de te présenter rapidement ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et la rencontre, on la manquera pas, promis. Chez toi ou chez moi, mais on trouvera un des deux territoires qui nous fera nous rencontrer. Teddy, moi j'ai 38 ans, je suis papa de 2 enfants et j'ai souvent tendance à dire je suis slasher. Voilà, mon métier est slasher. Et donc ça amène des questions pour beaucoup, et puis ça permet pour certains de se préparer aux réponses, puisque j'ai pas une activité, mais j'ai une succession d'activités qui sont séparées par la barre du slash, là, la barre de notre clavier. Et ça depuis maintenant 2 ans que je suis slasher, donc dirigeant en effet d'IFAE. Voilà un petit peu, donc papa, je suis vendéen d'origine. J'ai fait 10 ans sur Paris, et puis me revoilà depuis une dizaine d'années maintenant de retour sur mon territoire avec différentes casquettes sur un métier RH, industriel et puis aussi acteur de la transition écologique. Super, on va creuser et approfondir un petit peu tout ça. Est-ce que, première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un slasher et comment est apparu un petit peu ce terme ou cette activité, si elle est nouvelle? Donc en effet, le terme slasher, déjà, il provient du signe typographique dont je parlais, la barre du slash, qui se dit en anglais slash, et qui indique donc une séparation entre différents éléments de manière simultanée. C'est-à-dire que je vais être papa, mais aussi dirigeant d'IFAE. Ça, c'est un des slash. Donc tout le monde peut avoir plusieurs activités, et j'ai souvent tendance à dire, même si ça ne tient qu'à moi, j'ai ma vision de ça, mais le terme existe depuis le milieu des années 2000,
ça devient récurrent. C'est en 2017 qu'il apparaît pour la première fois en France dans un ouvrage d'une auteure et désormais amie qui s'appelle Marielle Barbe, un livre qui s'appelle Profession Slasher, et donc c'est en 2017 où ça devient en France plus ancré, plus accessible. Mais j'ai souvent tendance à dire que et Marielle le dit aussi, Marielle Barbe le dit aussi, nos grands-parents étaient plus slashers que nous, dans le sens où c'est l'ère industrielle qui nous a spécialisés et qui nous a fait catégoriser, avoir une fiche de poste et catégoriser, rentrer dans une case. Alors qu'aujourd'hui, et nos grands-parents, ils construisaient eux-mêmes leur maison, ils étaient dans le jardin évidemment, et puis ils réparaient ils avaient un bout de garagiste pour leurs engins agricoles ou leurs voitures, et puis évidemment il y avait un boulot à côté d'ouvriers ou de techniciens ou de cadres. Donc il y avait en effet beaucoup plus de multi-activités dans les générations précédentes. C'est quelque chose qui s'est perdu avec la révolution industrielle, je pense, et qui aujourd'hui est en train d'être une vraie révolution, relativement silencieuse, mais une vraie révolution dans la conception du travail. Donc, et avec les générations Y et Z qui arrivent, là, ça va être une explosion. Et tout le vol dehors. Ouais. Et du coup, vendéen, c'est-à-dire donc tu grandis dans quel environnement et tu étais déjà un petit peu, je sais pas, conscient de ce besoin de multi-activités, multi-projets, ouverture en tout cas, ou regard sur le monde? Non, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Moi, je suis en effet vendéen. J'ai 2 parents qui étaient ouvriers dans la confection, dans la menuiserie. Donc, je m'étais pas destiné à faire de grandes études d'une part, parce que les études aussi ouvrent à divers horizons. Donc, je suis passé par un BEP en maintenance industrielle. Un blocage vendéen avec pour objectif de travailler vite et gagner de l'argent et pouvoir prendre les ailes. Et puis ce sont les études qui m'ont donné un premier goût qui est propre au slasher, qui est celui d'apprendre, puisque toute la partie études avant BEP, finalement j'apprenais sans comprendre, sans la maturité suffisante pour y voir de l'intérêt. Et donc j'apprenais peu, pas, ou en tout cas pas bien. Ou mal. Ouais. Ça se ressent mal, voilà, ça se ressentait dans mes études de toute façon. C'est aussi pour ça que j'ai pas eu trop le choix, que j'ai été dans une filière technique que je ne regrette pas et que je conseille beaucoup autour de moi. Notamment parce que voilà, ce BEP m'a permis d'apprendre du concret. Je me souviens encore des cours, on apprend le nom des écrous, des vis, des matériels, des outils qui nous permettent de dépanner, réparer, créer des machines dans l'industrie pour la plupart. Et du coup, voilà, j'apprenais des choses que je mettais en pratique. Et cette capacité d'apprendre, c'est là où je l'ai dans un premier temps découvert, même si c'était des choses relativement simples. C'est vraiment ce qui m'a redonné le goût. J'apprends puisque derrière ça va me servir. Et cette ouverture après vers la diversité du monde du travail, vers pas un emploi à vie, je l'ai eu par le fait que je suis de la génération Y. Donc d'une part, mes parents ont fait toute leur vie dans une seule et même entreprise ou presque, et quand il y a eu le moindre difficulté, ont pu être remerciés assez facilement. Quoique, mais voilà, c'est quand même ce qui caractérise la génération Y, donc cet attachement à l'employeur qui est pas du tout la même. Donc ça, j'avais conscience de ça pendant les études. Par contre, après, c'est avec mon épouse, donc, que j'ai rencontrée à 14 ans, et tout le parcours scolaire et puis international qu'on a fait derrière, avec la partie voyage qui allait avec et culturelle, qui nous a ouvert sur tout ce potentiel intérieur et tout ce développement possible. Et du coup, donc dans ce cursus un petit peu technique, tu prends goût pour les études et tu pousses même jusqu'à faire une école d'ingé, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Mais j'ai été... c'est pas... Après 6 mois de BEP, je me suis dit, je vais faire un G, quoi. Oui. C'est vraiment une succession de rencontres, de potentiel et
réseau, voilà, qui m'ont permis de viser dans un premier temps un bac avec pour objectif, voire un BTS avec pour objectif d'être responsable de la maintenance, puisque je me rendais compte que finalement un technicien de maintenance, un opérateur de maintenance avait potentiellement trop souvent des pannes répétitives, des pannes du préventif, des choses qui revenaient régulièrement. Et cette notion de diversité qui m'avait attiré vers la maintenance industrielle, puisque voilà, chercher des nouvelles pannes, chercher des choses, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais je la voyais exacerbée sur le responsable maintenance, puisqu'on allait le chercher quand on ne trouvait pas, quand on avait un problème qu'on n'avait jamais vu. Et donc j'ai poursuivi mes études avec cet objectif-là d'être responsable d'un atelier de maintenance pour être capable de la partie management, je la connaissais pas, donc moi c'était vraiment la partie technique, être capable de me dépasser sur les problématiques techniques voilà. Et puis le bac s'est bien passé, puisque ce goût-là pour l'apprentissage et voilà, j'ai appris à apprendre, quoi. J'ai ma femme en même temps qui faisait un bac S en parallèle, donc ça met aussi un peu de pression probablement, même si je m'en rendais pas compte à l'époque. En tout cas, ça met un petit peu de challenge quand on est tous les deux à se lancer dans des objectifs de diplôme, voilà, des choses comme ça. En tout cas, on a fait ça ensemble, on a monté ces choses-là aussi également ensemble, jusqu'à finalement un bac qui se passe bien, et donc certes un dossier que j'ai fait pour un BTS, mais aussi un dossier que j'ai fait pour des classes prépa à grandes écoles, où j'étais accepté, donc 2 ans de top 1 en prépa maths sup, maths spé, et puis 3 ans d'école d'ingé arts et métiers. Ok, et donc ça, non, arts et métiers, c'est pas en Vendée? Arts et métiers, non, j'ai fait 2 ans à côté de Reims, à Chalon-sur-Marne, Chalon-Champagne, oui. Et puis 1 an sur Paris. C'est ce qui m'a amené sur Paris à la fin de mes études, pour ma dernière année, et puis qui nous a fait y rester 10 d'après. D'accord, et du coup, donc tout se passe bien, et du coup, tu rencontres et tu te mets, ton entourage à ce moment-là change aussi un petit peu pendant ces années d'études? L'entourage change, je découvre des gens qui arrivent notamment en école d'ingé sans avoir commencé à travailler, puisqu'il y en a qui ont des facilités, et tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai fait vraiment, quand je parle de topinage pendant 2 ans, j'ai vraiment fait la taupe, quoi. J'ai vraiment bossé pendant 2 ans, j'en ai vraiment bavé. Ce qui m'a permis d'avoir une classe, voilà, une très belle école après. Une belle école, mais j'en ai complètement bavé. Et du coup, en effet, le réseau qu'on découvre et les personnes qu'on découvre en école te font découvrir des gens qui sont un peu plus prédestinés peut-être, ou qui ont des carrières un petit peu plus, ou des parcours scolaires, pas parler de carrière, mais un peu plus lisses, ce qui a ses avantages, puisqu'en apprentissage pur et puis en récitation entre guillemets, ils sont particulièrement performants, et puis il y en a qui étaient bien meilleurs que moi de toute façon. Moi j'avais l'avantage d'avoir appris à travailler, de trouver le compromis entre ce qui est le plus difficile, l'équation la plus difficile en école d'ingé, c'est celle-ci, entre la fête et le travail. Et le travail, quoi. Ouais. Et j'avais l'opportunité, moi, d'avoir eu un parcours un petit peu moins lisse, et du coup d'avoir fait la fête avant. À 13, 14, 15 ans avant, quoi. Voilà, c'est ça, avant d'arriver en école d'ingé. Donc je me suis évidemment très bien amusé en école d'ingé, les arts et métiers sont une très belle école, mais voilà, j'ai toujours été un petit peu un parcours un petit peu atypique, même si j'étais pas le seul dans ce cas-là, mais un parcours un peu atypique avec ce passage en technique, ouais. Très bien. Et du coup, donc tu sors brillamment de cette période, et du coup tu as le titre d'ingénieur des arts et métiers. Et est-ce que c'est naturel, simple de trouver ce premier boulot ou ce premier stage dès ta sortie d'études? Alors, en fait, c'est une des forces de la partie arts et métiers. Je suis pas là pour faire la promo, même si je suis très fier d'être passé par cette école-là, et je suis aujourd'hui dans l'alumni et puis même dans le bureau du groupe arts et métiers Vendée. Mais l'une des particularités de cette école, c'est le réseau justement qui va avec. Le réseau d'anciens élèves, et la création d'IFAE, qui est un réseau, on en reparlera,
est probablement en lien. Je me suis rendu compte, notamment grâce à cette école, de la puissance du réseau, de la puissance de la recommandation, du contact, d'aller chercher, comme on a pu le faire tous les deux, Yael, de quelqu'un qu'on connaît pas, mais voilà, on va à la rencontre parce qu'il y a une richesse, sans parler d'aller chercher du business, il y a une richesse dans l'échange qui est énorme. Et en effet, de temps en temps, ça se transforme en opportunité. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers stages. Un stage de projet d'assistant ingénieur qui est en 2e année d'école d'ingénieur que j'ai fait plutôt dans la technique, puisque ce qui m'avait amené jusque-là, ça restait la technique, faire du copo, donc la machine à commande numérique, voilà. Et puis, donc ça que j'ai trouvé par un ingénieur arts et métiers, un ancien élève, et puis chez Safran. Et puis c'est quelqu'un de chez Safran qui travaillait sur un autre site en région parisienne, Luc, qui est venu me chercher pour faire du montage de moteurs d'avion. Donc là, je quittais tout ce que je connaissais de mes huiles de coupe et de mes outils de coupe pour faire du copo, pour aller sur des lignes d'assemblage d'écrous, de vis pour fabriquer des moteurs d'avion. Là, ça a été, je le dis souvent, une décision difficile que de quitter un référentiel technique, une base solide technique que j'avais acquise, pour m'orienter vers de l'humain pur, puisque je voyais pas suffisamment de technique, même si finalement il y en a dans la partie assemblage, et pour aller sur de l'humain. Donc l'école y prépare complètement, hein. On est formé à cette notion d'organisation, de stratégie d'entreprise et tout ça, mais rares sont ceux qui s'y orientent dès le projet de fin d'études, et c'est la décision que j'ai finalement prise. J'ai été en management transverse, pas hiérarchique mais transverse, dès ma sortie d'école, avec des projets d'amélioration continue sur des lignes de montage d'avion. Donc. Ok, donc le premier gros... Ouais, le premier saut important. Et du coup, qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que justement, là, entre la théorie ou la partie école et la réalité, tu t'adaptes bien, tu comprends et tu prends ta place facilement? Oui, j'ai l'une de mes particularités et qui fera, je pense, un passage relativement réussi chez Safran, c'est aussi par mon parcours technique. C'est aussi pour ça que je pousse les jeunes à aller en BEP, en bac pro, si ça les tente, s'ils n'y voient pas d'autres choses à faire. Au contraire, il faut par ce pragmatisme de passer par la base, ce pragmatisme de faire du copo, de comprendre les contraintes horaires, de comprendre le terrain, la carrière, la vie entière d'un ouvrier sur une chaîne de production potentiellement, voilà. De comprendre ça m'a en effet servi dès ce projet de fin d'études et sur toute ma carrière, d'être capable de parler à un ouvrier. Moi, j'ai des discussions passionnantes avec des femmes de ménage à qui on parle rarement, et qui ne font que passer dans les industries et qui ont rarement de quoi échanger. Donc voilà, d'échanger de la base de l'entreprise qui fait sa force, sa vraie valeur ajoutée, jusqu'à n'importe quel cadre dirigeant, PDG de Snecma ou de Safran à l'époque, d'être capable de faire ce lien, quoi, ce pont entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, auquel je n'aurais pas pensé quand je suis passé du BEP à l'école d'ingé, mais qui finalement, c'est aussi pour ça que je parle du BEP assez facilement quand on m'interroge sur mon parcours scolaire, parce que c'est une vraie force et ça permet aussi de dédramatiser ou de valoriser en tout cas ceux qui peuvent je te comprends très très bien et très naturellement. J'ai fait toutes mes études supérieures en alternance. Et j'y étais préparé depuis la seconde où je passais toutes mes vacances. J'avais même négocié avec mon lycée des conventions de stage pour dès la seconde être sur le terrain et comprendre. Je voyais bien qu'il fallait observer un petit peu le métier futur ou le domaine d'activité dans lequel on envisageait de s'investir potentiellement à l'époque. Je pensais en plus 40 ans de sa vie, donc... J'avais bien conscience de ce choix et je savais que c'était la pratique et le terrain qui... Enfin, je m'en doutais.
et j'ai eu cette chance-là de passer déjà les 5 premières années à travailler au moins la moitié du temps. Donc, c'est très très riche et je ne valide que ton message. En termes d'humilité au quotidien, même si après on a l'opportunité, l'envie, le besoin, après chacun voit midi à sa porte, de grimper un peu, de prendre plus large, de prendre plus diversifié, etc. Mais rester raccroché à cette, voilà, avoir l'humilité de garder en tête, garder dans son cœur, je dirais même, ce que c'est qu'être au quotidien sur ces lignes de prod et de voir potentiellement les responsables passer ou les projets passer. Et c'est super important dans la conduite du changement, dans le management au quotidien, quoi. Et du coup, après, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes expériences qui t'ont amené à, du coup, il y a quelques mois, quelques temps à créer IFAE. Est-ce que tu es resté chez Safran pendant toutes ces années ou tu as un petit peu quand même changé et modifié est-ce que tu as changé d'entreprise du coup et de mission? Ouais, donc j'ai démarré en effet chez Safran. J'y ai fait, si on compte pas la partie stage, etc., j'y ai fait 6 ans et demi chez Safran avec une première moitié où j'étais plutôt en management transverse, donc une notion de chef de projet sur de la performance industrielle, du lean, on appelle ça. Donc là, on est sur une notion d'optimisation de lignes de production ou de lignes de montage de moteurs d'avion en l'occurrence. Et je m'occupais en partie évidemment de la partie performance pure, d'aller chercher les minutes, les quarts d'heure perdus, etc. Mais aussi par affinité personnelle de toute la partie accompagnement du changement, avec voilà des innovations diverses et variées pour amener les gens sur d'anciennes vers de nouvelles lignes de production. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans et c'est aussi ce qui m'a, dès les 4 premières années, j'ai continué à me former, parce que j'ai passé une certification en Green Belt, qui est une certification en chef de projet Lean. Donc voilà, dès la sortie d'école, là aussi, je retourne à l'école. C'est quelque chose qui m'a plu de voir que, alors, notamment les grands groupes offraient cette opportunité-là. Et puis la deuxième moitié, j'ai été en management pur, management de logistique et de méthode, donc au cœur de la production, parce que c'était un service de développement de nouveaux moteurs. Et là, j'ai eu l'occasion d'être en contact régulier avec la Russie et avec les États-Unis pour les différents partenaires, ce qui était juste voilà, hyper enrichissant là, culturellement, humainement parlant. Et donc à chaque fois tu te déplaçais aussi? Oui, j'avais tout à fait. J'avais des déplacements, notamment en Russie, j'avais des déplacements à côté à 2-3 heures au-dessus de Moscou. Ouais. Et puis culturellement, voilà, travailler transculturellement, c'est juste top. C'est juste top. Je conseillerais un bouquin qui est le bouquin d'Erin Meyer qui s'appelle Culture Map, qui est juste très enrichissant pour ceux qui ont besoin d'appréhender ces différences culturelles, notamment dans le travail. Super. Voilà, ma femme en parallèle travaille aussi sur Paris, aussi dans un grand groupe qui était Danone pour pas le nommer, et puis beaucoup de déplacements elle aussi, en France certes, mais beaucoup de déplacements, des débuts de carrière de jeunes gingers quoi, à fond. Pas de regrets, c'était ce qui était prévu, mais on avait aussi prévu revenir sur pas forcément la Vendée, mais la côte atlantique. On est très attaché à l'océan, donc on avait pour objectif de revenir sur la côte atlantique. Le camp était pas clair, on en parlait, mais le plan était pas très clair. Et puis c'est un soir en rentrant sur la francilienne, j'avais 1h30 le matin, 1h30 le soir de route. Que je D'accord, de route. Tu avais 3 heures de route tous les jours. Oui, on était jeunes. Oui. Jeunes et ambitieux, je dirais pas ça parce qu'on n'a jamais eu les dents longues sur la partie carrière, mais en tout cas, il était c'était une étape quoi. Pour nous de se retrouver tous les soirs. C'était pas possible de dormir à l'hôtel et puis de se retrouver que le week-end. Ça, on l'avait donné pendant toutes nos études, donc c'était pas possible.
Donc il fallait un logement qui était entre les deux jobs, et le milieu faisait que des fois ça faisait un peu de kilomètres. Mais ok. Et donc je me suis endormi sur la route un soir, pas gros accident, hein, juste monté sur sur le terre-plein central, crevé la roue avant, retraverser la francilienne entre les camions, donc gros coup de frayeur quand même. Ah oui, quand même. Quand je suis rentré le soir, ça a été un des éléments qui a fait dire ok, on s'en va, c'est fait, on a fait notre début de carrière, on a montré patte blanche entre guillemets sur le CV, puisque c'est important pour les recruteurs que d'avoir des grosses expériences au démarrage. On s'en va, on demande des mutations chacun de notre côté. On a failli partir quasiment le lendemain. La semaine d'après, ouais. La semaine d'après. Okay. On est des gens qui décidons pas seuls, chacun de notre côté. On a vraiment décidé à deux, donc ça demande quelques soirées ou de discussion, d'échanges. Mais on est assez, quand on a décidé, après on va assez vite. Ok, super. Et on a failli partir aux États-Unis. On avait 2 contrats d'expat dans l'Ohio qui nous étaient proposés et par Safran et par Danone. Et puis là, on en reparlera peut-être, mais on avait aussi en parallèle le projet d'avoir des enfants, donc ça collait pas avec les États-Unis pour différentes raisons. Donc on a dit de rester en France, et donc on a quitté nos 2 CDI de grands groupes et on est retourné en Vendée. Moi j'ai atterri, j'ai fait 5 mois chez Alstom à La Rochelle. Ouais. Donc vous trouvez juste dans l'ordre, dans la chrono, vous trouvez vos jobs tous les deux à distance, ou vous aviez déjà pris la décision de quitter, de vous installer en Vendée et de trouver du boulot une fois sur place? On a pris la décision en effet de quitter. Pour autant, on a démissionné que lorsque un des deux avait trouvé. En l'occurrence, c'est moi qui ai trouvé en premier. C'était juste un hasard, mais j'ai trouvé chez Alstom grâce à du réseau amitié encore. Hein, j'ai trouvé chez Alstom. Et c'est ce qui nous a fait démissionner tous les deux. Ok. Et Christelle, entre-temps, a trouvé dans un groupe vendéen. Et on a quitté, tous les deux à une semaine d'intervalle. On a repris tous les deux à une semaine d'intervalle. Donc le déménagement entre les deux. Donc c'était, Donc des profils qui correspondent quand même au marché, et c'était assez simple pour vous. En même temps, la Vendée, je l'ai appris, est une terre, un territoire où il y a très très peu de chômage et beaucoup d'industrie. C'est aussi ce qui a fait finalement notre atterrissage en Vendée, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la façade atlantique. J'ai passé beaucoup de vacances dans les Landes pour du surf, et donc c'était un des coins qui nous intéressait. Et puis là, on avait clairement l'hybridation des carrières en tête. Alors pas forcément du simultané, mais au moins du changement régulier. Puisque les grands groupes, on le sait, tous les 2-3 ans, nous demandaient des mobilités. Et donc pour nous, il était logique que tous les 2-3 ans, on soit amené, sans changer de maison, à retrouver notre boulot. Et pour ça, il fallait un tissu suffisamment dense, suffisamment avec des contextes suffisamment variés aussi, pas que de l'aéro, je pense à Toulouse, pas que des secteurs très fermés, trop fermés, mais une diversité en effet en contexte et en activité. C'est pour ça qu'en effet la Vendée s'en est bien sortie, et qu'on est revenu finalement à la base, origine. Ok, et du coup là tu parlais au final une mission très brève chez Alstom, 5 mois. C'était, tu le savais dès le début? Non, c'était un CDI, hein. J'étais en CDI chez Alstom. Il y a eu deux éléments qui m'ont fait partir à la fin de la période d'essai. Le premier a été le périmètre, le casting. Je sortais du management d'équipe de 50-60 personnes, très terrain, très opérationnel, mais quand même d'un certain volume, d'une certaine complexité. Et le parcours tel qu'il était fait chez Alstom, de zone Gingé, même si j'avais un petit 10 ans d'expérience, nécessitait le passage à du responsable de fabrication d'un îlot de 5-10 personnes. Je me suis super bien entendu avec mon équipe de 5-10 personnes, ça se passait super bien, on a même fait de la perf assez facilement, parce que ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'était culturellement. Culturellement, je suis tombé dans un secteur, un environnement qui m'a pas convenu.
qui était dur. Je dresse pas un tableau complet d'Alstom, hein, je parle du petit secteur dans lequel j'étais, mais qui était dur, où la partie valeur humaine n'était pour moi pas au bon niveau, et pas voilà. Et j'ai eu beau tirer les sonnettes d'alarme dès les 15 premiers jours en disant il va falloir changer quelques points, quoi. Je peux pas travailler en challengeant les gars de façon négative comme ça, en étant désagréable, et c'est pas comme ça que je fonctionne. Et donc j'ai fait de la perf pendant 4-5 mois avec des gens avec qui ça s'est super bien passé. J'ai même eu des remerciements des syndicats, mais par contre je suis parti au bout de 5 mois puisque j'avais ni perspective sur de l'envergure plus gros, et puis ni culturellement une envie de changement. C'est la culture de l'entreprise, la culture du petit secteur dans lequel j'étais était comme ça, était pas faite pour moi, et donc j'ai décidé de partir à la fin de ma période d'essai. Tu atterris où? Et j'ai atterri dans une PME. Alors mon souhait c'était PME. Parce que là j'avais fait 2 grands groupes, Alstom à Safran, donc là je voulais du PME, et finalement je suis tombé, j'ai beaucoup hésité, mais je regrette pas aujourd'hui, mais même si je regrette rarement des choses, je suis tombé dans une PME certes, mais qui était donc 120 personnes, mais qui était 100% filiale d'un grand groupe français qui s'appelle Schneider Electric, qui est en Vendée aussi, où là je suis rentré en tant que responsable fabrication, donc on pourrait dire un périmètre à peu près équivalent, même si j'avais une vingtaine de personnes. Mais par contre, un environnement culturellement qui était juste top. Un patron directeur d'usine qui a changé en même temps que moi, qui était humainement aligné. Et là, ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans. Pour un slasher, ça fait beaucoup, 7 ans. Mais tous les ans, à peu près, j'ai changé de périmètre ou de secteur. Je suis rentré en fabrication, j'ai rajouté les méthodes, j'ai rajouté la maintenance, j'ai rajouté l'industrie complète, et après le QSE, la qualité, la sécurité de l'environnement. Enfin là, j'ai rajouté au fur et à mesure, donc j'ai été nourri en effet et de l'apprentissage tout au long de ces 7 ans. Ok, et du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic pour justement à la fin des 7 ans, ça nous amène là à peu près au moment où il fallait voir le jour. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter, si tu te souviens, d'une discussion ou d'un événement particulier qui a amené tout ça? Le premier événement, ça a été la rencontre, parce que je suis co-gérant, donc avec une associée qui s'appelle Marielle. Donc c'est pas Marielle Barbe, c'est Marielle Villard qui est mon associée d'aventure IFAE, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans en fait dans cette structure-là. Elle en tant que DRH, moi en tant que responsable industriel. Et on a travaillé pendant 2 ans. Après, elle est repartie. Et puis, mais voilà, ça a été déjà une première brique. Pas envie de faire quelque chose ensemble. On n'était pas, voilà, mais en tout cas une belle rencontre, des valeurs partagées. On a fait pendant 2 ans des belles choses. Et donc, on est resté en contact les 2 ans qui ont suivi. Et puis, l'opportunité, moi, je m'étais dit idéalement qu'à 40 ans, avoir ma direction d'usine, ma direction de site, et d'être capable au niveau global de manager un site comme je l'entendais, c'était un de mes objectifs entre guillemets de carrière, même si pas carrière pour carrière, mais en tout cas l'envie de cette indépendance-là avant mes 40. J'avais pour objectif de reprendre le site sur lequel je travaillais. Et puis finalement, il y a eu un projet de cession du groupe Schneider Electric vers un groupe allemand. Et puis le projet de cession que j'ai accompagné avec le DAF et le dirigeant s'est bien passé, si bien que le dirigeant a décidé de poursuivre et d'accompagner ce projet. Du coup, il n'y avait pas de place de cession. Ouais. Ce qui m'a un petit peu bouché cette place-là, même si j'étais le bienvenu en tant que responsable industriel. Moi, je voulais un peu de nouveauté. Il le savait, et on est en très bon terme encore. Donc on a fait ce projet-là, et puis 1 an après ce projet, 6-12 mois après ce projet, je suis passé à temps partagé. Donc là, je suis passé dans le côté slasher, où je suis passé à 3 jours par semaine en tant que la même fonction en tant que responsable industriel de cette structure-là, avec un volume qui diminuait un peu. C'était aussi une opportunité pour moi, et puis des équipes que j'avais fait monter aussi.
j'avais 4 personnes sous moi qui étaient capables de gérer les 2 jours par semaine où je n'étais pas là, et qu'on avait fait monter en conséquence. Et du coup, j'ai fait pendant 1 an, voilà, du 3 jours seulement par semaine, ce qui m'a permis à 2 jours par semaine de recontacter Marielle, de faire plusieurs barbecues à la maison, et puis de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire ensemble ? Donc là, on est parti de plusieurs constats, 2 gros constats partagés. Le fait qu'on ait un territoire, on en a parlé, il y a un tissu de PME qui est particulièrement dynamique, mais pour lequel le manque de ressources disponibles, le recrutement est finalement le premier frein de développement. On a des problèmes de recrutement sur le territoire. Et le deuxième constat, ça a été les mutations du monde du travail. On a cette recherche de sens, de diversité, une notion de slasher et de multi-activité aussi qu'on se découvrait nous-mêmes, mais quand on a commencé à raisonner autour de nous, on s'est rendu compte qu'on était loin d'être isolés. Et puis une différence, une multiplicité, une hybridation dans les statuts aussi. On peut être freelance, on peut être entrepreneur, il y a du portage salarial, il y a du salariat, il y a une quantité de statuts qui font que qu'est-ce qu'on fait, nous, Marielle et moi, qu'est-ce qu'on crée pour être capable de poursuivre notre carrière sur un territoire donné. Elle comme moi, on a pour l'objectif de rester sur le territoire. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour être capable de passer d'un employeur à l'autre, d'accompagner et d'apporter nos compétences d'une industrie à l'autre, d'une organisation à l'autre, parce qu'il n'y a pas que de l'industrie, sans pour autant chercher les grands groupes, parce que ça c'est un des gros avantages du grand groupe, c'est de passer d'un métier à l'autre en restant dans le groupe, mais au contraire auprès de PME. Donc on est parti au démarrage sur un projet, une structure de conseil, quoi, juste pour nous porter nous deux et puis être capable après de partir en mission à droite à gauche. Et puis on a rencontré Marielle Barbe, on a échangé avec beaucoup de gens et lu beaucoup de bouquins sur le sujet des slashers et on s'est rendu compte qu'on était loin d'être les seuls. Et du coup, vu qu'on est avant tout des managers avec notre carburant, c'est aussi ces rencontres et l'accompagnement des gens, on a créé IFAE avec pour objectif de nous porter nous, parce qu'on continue d'être des slashers et on aime ça, mais aussi porter tous ceux qui sont en recherche de multi-activités sur le territoire. Donc c'est pas, je recherche pas un CDI à temps plein, je peux rechercher un CDI, mais ça va être de 2 temps partiels en même temps, ou alors des missions à temps plein ou à temps partiel, etc. etc. Ok, du coup... Donc on a voilà, cette solution est née de là. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager le jour 1 d'IFAE, c'est quoi et c'est quand? Donc le jour 1, juridiquement, c'est le 16 avril 2019, même si 1 an avant on y était déjà, avec pour objectif de commencer une première année en construisant une communauté de talents, donc des gens de notre profil. Alors profil, c'est un peu fermant de dire ça, mais en tout cas de notre capacité d'accompagnement d'un dirigeant, c'est-à-dire des gens qui sont en capacité d'accompagner un dirigeant en direct. Donc de construire cette communauté, de les rassembler, de vérifier avec eux l'adéquation de valeurs, l'engagement professionnel, et puis cette notion d'impact, puisque là aussi on en a pas parlé pour l'instant, mais il était évident pour nous des choses qu'on faisait au travers de nos métiers, aussi en perso, qu'il fallait un alignement avec la transition écologique et sociétale, qu'il nous fallait contribuer à cette transformation-là. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on vérifie, qu'on valide ensemble avec le candidat avant de rentrer dans la communauté en elle-même IFAE. Et donc on a fait ça surtout 2019, ça a été de construire ce réseau-là. Ok, du coup toute l'année 2019 en premier, quand vous créez IFAE, vous concentrez sur d'abord avoir suffisamment de personnes autour de vous et du coup dans IFAE qui a ce profil de slasher et pas encore la base d'entreprises qui auraient besoin ou qui seraient en adéquation, qui auraient suffisamment de missions, de tâches, de services à proposer, en tout cas avoir de places à proposer pour ces slashers. On avait en effet pour objectif d'avoir un vivier, j'aime pas ce terme-là, ça fait très animal, mais
une capacité en effet de placer des gens et de connaissances de réseau avant de pouvoir solliciter nos contacts industriels du territoire. Okay. Et puis on était à 3 jours par semaine en temps partagé nous-mêmes, hein, donc on n'était pas à temps plein non plus. Oui, d'accord, ok. Ça et du coup, comment vous avez fait grandir cette base d'abord de talents? On a eu plusieurs bonnes surprises. On a commencé à communiquer donc beaucoup plus tôt que mi-avril, mais on a eu dès le mois de janvier 2 à 3 appels entrants par semaine de gens qui se reconnaissaient via nos canaux de communication qui étaient LinkedIn. Ouais. Et puis après tout ce qui est réseau du territoire, réseau présentiel du territoire divers et variés. Et donc 2 à 3 entrants par semaine avec pour objectif de pas dire oui à tout le monde, de pas créer de la frustration à tout le monde, parce qu'on était aussi très transparent sur notre capacité, notre volonté, mais aussi notre capacité à aller chercher du business sur la première année. Et donc on a maintenu ce 2 à 3 par semaine finalement toute l'année. Pendant le confinement, on est passé à 2 à 3 par jour. Ça a été compliqué à gérer pour pas faire de frustration, parce qu'on tient beaucoup à accorder le temps nécessaire à chacun. Donc c'est vrai que ça a été compliqué à gérer pendant le confinement. On s'est pas ennuyé. Mais oui, la première année était orientée talent, même si on avait nos 2 premiers clients qui étaient nos 2 anciens employeurs. Naturellement, ouais. Qui étaient déjà à nos côtés. Et puis qu'on avait en effet placé les premiers candidats par réseau proche dès la première année. On a une dizaine de clients. Ok, super. Et du coup, comment ça se passe en termes on va dire d'étapes et de process si moi je me reconnaissais dans votre communication, on s'entretenait ensemble, et est-ce qu'il y avait du coup une sorte de référentiel, de charte d'engagement à respecter un petit peu pour apprendre à bien se connaître et valider justement ces valeurs humaines, ces valeurs d'impact, de sens et valider ce fit qui allait pouvoir être mis en place après? Donc on a 2 types de grosses étapes de rencontres. Il y a une première qui est accessible à tout le monde, qui est sur notre site internet, dans notre page contact. On a accès à notre agenda, ce qui permet de prendre une demi-heure de rendez-vous. N'importe qui peut prendre une demi-heure de rendez-vous avec soit Marielle, soit moi, pour un premier échange, vérifier qu'on s'est compris sur ce qu'on avait à offrir les uns les autres. D'accord. Donc ça démarre souvent, même s'il y a aussi du présentiel évidemment, mais ça démarre souvent par cette rencontre-là. Et il y a systématiquement derrière, même si le confinement nous a fait mentir, mais on est en train d'essayer de rattraper, et le mois de juin-juillet était bien plein de déjeuners. On a systématiquement une rencontre physique derrière, parce que les CV qu'on reçoit sont souvent d'un bon niveau technique, de hard skill, un peu ça, de compétences dures. Et puis vraiment ce qui fait notre envie de travailler avec quelqu'un, et puis les valeurs qu'on veut amener, tant sur la partie sociétale, environnementale que humaine, tout simplement, dans la façon de manager. Moi, ça, c'est de la rencontre humaine. Donc c'est des déjeuners, c'est des cafés en tête à tête, souvent à 3 d'ailleurs, Marielle, moi et le candidat. Et une fois que ça c'est validé, on a ce qu'on appelle une notion de communauté IFAE, où on a un groupe LinkedIn qui est fermé, et puis on a surtout un projet qui est pour la rentrée, je vais pas en dire trop, mais un projet de créer une communauté et une capacité d'accompagnement plus structurée que ce qu'on fait aujourd'hui, où on est ceux qui nous sollicitent ont de l'accompagnement. Là, on va rentrer dans une structuration d'événements mensuels, de formations et des choses comme ça, et de contenu pour les slashers et multipotentiels, notamment avec des plateformes existantes, etc. Et le deal à ce moment-là, du coup, s'il y a, on va dire, fit et coup de cœur mutuel, c'est de définir ensemble le contrat et entre guillemets le rythme
de ce qui est voulu et souhaitable par les deux parties. Mais le deal, c'est de prendre une partie de la rémunération de l'un pour faire fonctionner IFAE. En fait, on a en effet plusieurs options. Il y a la partie communauté, où quand on rentre dans la communauté, on a accès à des outils collaboratifs, on a accès à toutes les autres personnes de la communauté, aux événements mensuels. Donc on a une douzaine d'événements par an. Ensuite, mais là, on n'est pas forcément en mission pour IFAE. On est dans la communauté parce qu'on veut s'engager sur tel ou tel sujet, tel ou tel groupe de travail ou telle ou telle ambition. Mais IFAE se fait particulièrement rémunérer sur comment dire le démarrage d'une mission. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formats de statut. C'est-à-dire que pour créer IFAE, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs typologies de statuts, des freelances, des entrepreneurs, du portage salarial, du salariat, etc. Tout ça pour créer, pour être capable de travailler avec tous ces gens-là, et quel que soit leur statut, c'était aussi notre souhait. Il nous a fallu, nous, avoir plusieurs structures juridiques et donc plusieurs façons de se rémunérer sur la mission engagée par le client et par le candidat. Dans le sens où aujourd'hui, comme du portage salarial, on va prendre un pourcentage de la mission sur une mission en portage salarial. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le portage salarial consiste en quoi? Ouais, alors le portage salarial, il y a plusieurs. Donc en effet, il y a plusieurs statuts. Il y a la notion de freelance. Le freelance n'a pas forcément de statut en lui-même. Et donc il peut être intéressé par ce qu'on appelle les structures de portage salarial. Donc le portage salarial, on est salarié de la structure de portage. Oui. Par contre, on est complètement indépendant sur la création de son offre, sur aller chercher son propre business. Ses clients. Et donc on a un salaire à la fin du mois, on a toute la protection sociale d'un salarié. Mais on a l'autonomie d'un indépendant. Pour beaucoup, c'est le portage salarial. Vas-y, excuse. Pour beaucoup, c'est riche en liberté et ça permet quand même d'avoir un cadre et on va dire une structure légale et un accompagnement légal, social, administratif, on va dire, pour avoir cette liberté au quotidien. Tout à fait. Et même si cet outil, nous, on l'a pas, on le sous-traite pas, c'est-à-dire qu'on s'est doté nous-mêmes d'une structure de portage salarial. D'accord. Parce que on a cette capacité à laisser la personne complètement indépendante, même si on va y vérifier quand même les valeurs, l'impact sociétal, environnemental de la mission, on va y vérifier un certain nombre de choses. Mais on veut aussi être capable de faire du portage où on va nous-mêmes trouver un client et on va l'amener à quelqu'un qui charge de la mission. Parce qu'aujourd'hui, les boîtes de portage ne font peu, voire pas du tout. Je suis une coquille administrative. Nous, on veut connaître les gens, on veut les accompagner, on veut potentiellement leur amener des missions quand ça fit entre la mission et le candidat. Donc, c'est une démarche un peu particulière. Ce qui amène aussi des taux, des frais de gestion complètement différents entre, je viens avec mon client avec un chiffre d'affaires de temps à l'année, on s'aligne sur les prix du marché. Où IFAE a été me chercher un client, mais dans ces cas-là, IFAE se rémunère un peu plus puisqu'on a toute une démarche commerciale qu'il faut évidemment rémunérer. Okay. Donc ça, en effet, ce portage salarial, c'est du 10-12 points de croissance annuelle. C'est des choses qui marchent très bien au niveau national. Il y en a des très gros, mais il y en a plus de 500, je crois, 400 ou 500 en France. C'est assez énorme. Mais voilà, on avait, en termes de valeur notamment, une volonté de faire ça différemment et donc d'avoir notre propre structure. L'étape d'après, c'est de passer à l'entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir sa propre structure. Et là, on a une structure en phase de conseil avec laquelle on va être capable de faire du B2B avec cet entrepreneur. Donc, quel que soit le statut qui est choisi, on n'a pas, notamment quand on fait de l'accompagnement de quelqu'un qui est en switch, qui est en changement de carrière, on n'a pas de questions à se poser sur le pousser à faire du portage salarial ou pousser à faire l'un ou l'autre ou être salarié chez nous. C'est quel que soit le statut qu'il va choisir, on sera capable de l'accompagner.
et de façon bienveillante, quoi. Dans ta situation actuelle, vis-à-vis de ton profil, tes envies, etc. Voilà, les avantages, inconvénients de tel et tel statut, voilà pour toi. Donc freelance, entrepreneur, et puis après il y a le salariat. Le salariat, on fait ce qu'on appelle du temps partagé. Et le salariat, donc ça c'est un CDI IFAE, mais on est en multi-activité chez plusieurs employeurs de la région. Employeurs, ok. Et du coup, tu parlais là tout à l'heure de mesurer l'impact de la mission sociale, environnementale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez mis ça en place et si vous utilisez des outils? Nous, chez Podcast Mania, on utilise Zei, je sais pas comment on prononce. On est au tout début, mais du coup, on est hyper intéressé par ça et je pense que notre audience, notre communauté d'aventuriers aussi. On a fait toute une première année par nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis dans mes dernières missions, j'ai été responsable QSE et RSE de la structure. Hein. Oui. Évidemment, un poste que j'avais créé parce que m'attirait personnellement. Donc toute la notion de structuration, j'avais des contacts déjà chez le label Lucie avec une indépendante désormais qui est sur La Rochelle, qui s'appelle Marion, qui est top. On avait plusieurs contacts et plusieurs structurations qu'on avait engagées dès la première année. C'est-à-dire qu'on a déjà ce qu'on appelle un manuel de management avec une stratégie, une politique QSE, RSE sur l'année. On a déjà des indicateurs associés, des choses comme ça. Donc ça, c'est notre formatage grand groupe qu'on a épuré, mais qu'on a quand même structuré pour être capable d'aller chercher le nombre de kilomètres qu'on fait, les achats qu'on fait, les impacts en carbone qu'on fait, etc. Okay. On a décidé de se faire aider sur les 3 ans qui viennent avec une plateforme, une start-up, des gens qui ont travaillé chez EcoVadis. Je sais pas si tu connais EcoVadis, c'est une grosse start-up au niveau national qui fait les bilans RSE des grands groupes et ces gens-là en sont sortis pour créer un outil qui est dédié au TPE. Et donc ça s'appelle Sustain In. Okay. Et on a notre premier rapport sur notre première année qui s'est clôturée en avril, qui va être diffusé également à la rentrée, avec une stratégie à 3 ans et puis l'impact des actions qu'on a déjà engagées ou qui restent à engager sur les 3 ans qui viennent. Ok, super. Et du coup, ce calcul et cette veille, elle marche aussi bien pour... elle est très large, elle marche aussi bien pour IFAE que justement toutes les personnes qui travaillent et qui ont un impact grâce à IFAE, c'est ça? Oui, alors oui, tout à fait. Et après, il y a plusieurs notions. Il y a la solution, l'évaluation RSE, elle est sur ce que IFAE fait pour IFAE entre guillemets. On a pris le pari, on a pris le parti que, en effet, tout ce que nos gens font pour nos clients, le gain il est chez nos clients. Donc on peut le communiquer, on peut faire des choses dessus, mais il est avant tout à notre client. Le gain d'un bilan carbone, je ne sais quoi, qu'on aurait amélioré par une compétence IFAE qui est chez notre client, c'est avant tout le bilan carbone du client qui est amélioré. Oui, oui. Et ça aussi parce qu'on est en lien avec, on est dans une association qui s'appelle Rupture. Et on est dans une commission qui travaille sur la comptabilité en triple capital, qui a pour objectif de mettre au même niveau la performance économique, planète et humain. Et en effet, c'est cette notion de quand on rentre en comptabilité, là, faut pas compter les choses 2 fois. Et on est bien sur les activités propres à IFAE et pas celles qu'on mène chez notre client, même si c'est notre cœur d'envie et d'impact. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Mais c'est bien de toute manière de séparer et de bien savoir où sont justement où mettre chaque consommation à la bonne place. Comme les bonnes personnes à sa place, c'est hyper important et on le voit tout le temps sur Aventure Humaine. Du coup, j'aimerais bien te poser des questions aujourd'hui, on va dire un peu larges sur l'emploi, on va dire, si tu avais des petits conseils, comment trouver du job aujourd'hui, par exemple en sortant d'études, comment s'assurer qu'on trouve un job
pertinent pour sa personnalité, pour soi et si tu as des conseils pour essayer de ne pas aller en finance si on veut avoir beaucoup d'impact et de sens, par exemple, dans son job en sortant d'études. Quels conseils tu pourrais donner? Ouais, je dirais pas ne pas aller en finance, hein, il y a beaucoup de choses à y faire, au contraire. Non, mais entre guillemets. Notamment en comptabilité triple K, il y a tout à créer, ça peut être passionnant, mais je comprends ta question, je comprends ta remarque, comment trouver ce qui fait vibrer et ce qui fera suffisamment vibrer pour en faire un travail. En fait, on est particulièrement concerné quand on est slasher, quand on a, et c'est comme je le disais le cas de finalement la plupart des gens, mais de là à l'assumer, c'est pas aussi facile. Qui est de dire j'ai plein d'envie de découvrir des choses. Comment est-ce que la somme de toutes ces envies, j'en fais une offre et je suis capable de la vendre? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs réponses à ça. Il y a déjà trouver le point commun, le fil rouge, la raison d'être, on l'appellera comme on veut, mais ce qui fait que toutes vos envies et tout votre parcours, aussi découpé soit-il, pour vous, il est simplement limpide, alors que pour la plupart, et d'autant plus pour un recruteur, il va juste être chaotique. Donc il faut prendre ce temps-là de trouver son fil rouge, et le livre de Marielle Barbe aide à ça. Il y a le livre d'Emily Wapnick aussi, pour ceux qui lisent plus en anglais, mais il est bien fait aussi, qui donne des exercices sur le sujet et qui permettent de se dire ok, je parle souvent des 3 piliers. On a un pilier argent, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut de l'argent pour réussir à bien vivre. Je dis pas qu'il en faut trop, mais il en faut suffisamment. Après, il faut du sens. Le why de Simon Sinek sur comment est-ce que qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je veux faire telle ou telle chose. Et puis après, de la variété pour la partie slasher. Mais tout ça, il faut trouver son fil rouge pour être capable non pas de sacrifier tout le reste, mais dans la plupart des entreprises, hélas, être capable d'en mettre un ensemble en avant. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver aujourd'hui dans une case de recruteur, dans une case de cabinet de recrutement en disant je suis responsable, enfin j'adore le marketing, la communication, et puis je fais aussi du juridique, quoi. Oui. À un moment, nous on a souvent, nos personnes ont souvent 2-3 CV parce qu'à un moment il faut rentrer dans des cases, quoi. Ouais. Et même si lors de la rencontre, lors de l'entretien, on a toute opportunité de dire j'ai aussi cette passion-là, cette envie-là, cette compétence-là, cette expérience passée-là, qui vont potentiellement vous apporter d'autant plus dans votre entreprise, il faut avant tout rentrer, et hélas, dans une fiche de poste. Alors je caricature, hein, mais c'est quand même la majorité aujourd'hui des ouvertures de poste. Il n'y en a pas une qui se dit je veux quelqu'un qui sache tout faire. Et... Non, ça sera un plus. Donc tu conseillerais de vraiment faire déjà un travail personnel, de faire le point et d'essayer de trouver ce fil rouge, mais aussi de catégoriser un petit peu ses recherches, ou en tout cas les documents et sa présentation, que ce soit CV, lettres ou profil. Il ne faut pas essayer de raconter tout. Vaut mieux présenter... et comme tu dis, avoir 2 ou 3 CV, c'est un bon conseil. Après, côté IFAE, j'ai pas mal de gens qui viennent nous voir. J'ai des mind mapping, j'ai plein de choses, design thinking. J'ai créé mon CV, mes compétences, mes expériences, tout ça en bulle, en machin. Nous, c'est juste parfait, passionnant. Donc oui. On prend tout ça. Mais à un moment ou à un autre, quand on va postuler chez quelqu'un, la personne, elle a pris le soin de détourer un poste pour que la personne soit rassurée, structurée, etc. Même si ça peut en déranger certains, elle a structuré quelque chose, donc il faut rentrer dans la case. Et ça sert à rien de dire j'ai 200 cases, mais il y en a qu'une qui vous intéresse. Non, j'ai cette case-là, elle est chez moi. Une fois qu'on est rentré, une fois qu'on est
en entretien, voilà, là on peut être amené et puis on va faire son poste aussi en fonction de son expérience et de ses capacités aussi, puisque le poste, il est aussi souvent ce qu'on en fait, quoi. Donc il faut en effet prendre le soin d'être aligné sur la partie valeur, impact, notamment par sa raison d'être. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et une fois que ce pourquoi est là sur un des slash, ben on en choisit un parce que je veux démarrer par ça, parce que j'ai déjà une expérience sur tel ou tel sujet. Et puis on s'assure au moins, alors après on n'est pas obligé d'aller chercher un temps plein sur cette compétence-là. Peut-être une première façon de se lâcher, c'est de dire ok, moi je vous fais du 3, du 4 jours par semaine, mais j'ai besoin d'un jour par semaine pour moi parce que j'ai plein d'autres choses à côté, je veux créer mon œuvre, je veux faire autre chose, etc. Mais pour assurer le pilier argent, aujourd'hui on n'est pas dans une hybridation. Il y a des groupes qui le font, un Décathlon le fait très bien, vous vous présentez en tant que slasher, ça peut plaire, quoi. Mais ils sont encore assez rares, trop rares. Et puis les grands groupes peuvent être intéressés par des profils qui sont relativement larges puisqu'ils vont pouvoir les envoyer à droite à gauche. Mais une petite structure, si elle a besoin d'un responsable financier, il faut un responsable financier, quoi. Il ne faut pas quelqu'un qui fasse aussi du market à côté, du juridique ou de la permaculture. Bien sûr. C'est passionnant. Oui. C'est passionnant et nous, c'est ce qui nous fait vibrer. Mais il faut rentrer dans une case. À un moment, c'est quand même l'objectif du recrutement, c'est quand même remplir un besoin, quoi, et pas en créer de nouveau. Exactement. En tout cas, pas dans un premier temps. Je sais pas si je suis très clair, mais là, tu es très très clair. Et du coup, je me disais que est-ce que c'était la même chose si au lieu de sortir d'études, je suis salarié et je sens que je suis un petit peu perdu, que j'ai moins de sens, moins de reconnaissance, moins de liberté, moins de voilà, les cases sont de moins en moins cochées. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois, comme à la sortie de mes études, comme ce que j'aurais dû faire ou comme ce que j'ai eu fait, mais je dois le refaire, c'est-à-dire faire un point personnel, mais du coup, c'est pas évident si je dois le faire tout seul ou toute seule face à moi-même alors que ça va pas très bien. Quel conseil ou quelles ressources tu pourrais nous partager et nous conseiller? Oui, on a pas mal de gens qui se positionnent sur cet accompagnement et ce switch de carrière pour parler de switch collectif, par exemple, en référence à switch collectif et oui. Cet accompagnement-là, et pour moi, il est finalement pas si différent qu'une sortie d'études. Il y a une certaine continuité. On est un étudiant qui a toute sa vie autre chose, mais finalement voilà. Donc on est toujours basé sur sa raison d'être, sur pourquoi je veux faire telle activité, quel impact je veux avoir, pourquoi je veux faire telle ou telle chose. Et après il y a par contre une façon peut-être plus hybride d'aller vers une cible. Une façon peut-être plus hybride d'aller vers un changement. C'est-à-dire que aujourd'hui, et je dis pas que c'est pas bien, mais on a tendance à quitter un CDI et à rechercher un CDI. Le slashing peut être aussi une opportunité de transition. Dire je négocie un 80, je négocie un 3 jours semaine, et ça me laisse 2 jours par semaine, au lieu de sortir complètement et d'être au chômage pendant 1 an, 2 ans pour trouver la solution miracle en 2 ans. Oui. Non, je suis toujours salarié, je suis à 3 jours par semaine, donc oui, c'est une organisation, oui, c'est pas forcément très simple, mais ça se négocie avec l'employeur et ça se négocie bien, je trouve. Enfin voilà, faut être et là, il fallait aussi accompagner sur ce sujet-là, donc ça se négocie, et après 2 jours par semaine, de façon sereine, puisque le pilier argent est là, on peut aller chercher l'impact qui nous manque, le sens, le meaning dont parle Émilie Wapnick qui nous manque, et la variété, puisque potentiellement, le 3 jours par semaine qu'on fait depuis quelques années et qui s'essouffle, mais finalement à 3 jours par semaine, quand je fais 2 jours de choses que je connaissais pas du tout, je suis content de refaire des choses un peu plus routinières 3 jours par semaine, parce que c'est épuisant d'être sur une création d'offres, par exemple, quand on n'en a jamais fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, je nuancerai mes propos de la partie étudiant par cette notion d'hybridation. Aller chercher un peu plus après une première expérience, un peu plus
complexité, de souplesse. De souplesse, ouais. Ne pas lâcher complètement ce qu'on fait précédemment, parce que ça reste, comme on disait dans un premier temps, votre expérience, votre case dans laquelle vous rentrez parfaitement, et ça c'est important. Donc il faut potentiellement, voilà. Mais par contre, de le faire en transition. Et des fois, quand on fait de la transition, on a du mal à revenir à du temps plein, mais en tout cas, commencer par une transition qui peut revenir sur un autre temps plein d'un autre métier, en faisant du slashing à 2-3 jours par semaine avec des activités différentes, quoi. Ouais, Même à temps plein, on peut super remarque. On peut aussi avoir quelqu'un qui est salarié à temps plein, mais qui monte avec l'accord de son patron, on peut monter une offre à côté de création de site web, de je ne sais quoi à côté. Donc, ne pas se contenter, c'est le sous-titre du bouquin, il est devant mon nez, il est là, Emily Wapnick, How to be everything. Comment être tout à la fois. Pourquoi choisir entre un CDI et un autre? Il n'y a rien qui vous oblige à choisir. Ne choisissez pas, cumulez, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de garder un peu de salariat, ce qui est super important, mais aussi d'aller chercher du sens avec une autre activité. Donc, ne pas être aussi noir ou blanc, mais aller chercher les nuances de gris. Super. Et du coup, si on se place maintenant de l'autre côté du bureau, on va dire, côté employeur, on parle beaucoup aujourd'hui de marque employeur, de comment attirer les talents qui ont un petit peu justement modifié, on en parle depuis le début de cette conversation, qui ont modifié leur manière de chercher, mais aussi d'être épanoui, on va dire, au travail. Est-ce que tu as des observations, des conseils du point de vue de l'employeur sur cette partie de comment mieux recruter et comment devenir presque sexy en tant que boîte? La marque employeur, elle existe depuis déjà quelques temps. Je crois que c'est apparu dans les années 90, ce concept-là, cette notion-là. Avec en effet en France une popularité plutôt 2010 de mémoire. Ouais. Et elle est là où elle a été créée, c'est-à-dire qu'elle est là pour donner l'image d'une entreprise auprès de ses candidats et de ses employés aussi. Et cette notion de donner une image on tombe sur une notion de marketing, de communication, d'émotion associée à une marque. Et là, on va avoir tout le positif que ça peut générer sur une marque qui est complètement alignée entre l'interne et l'externe, entre cette image qu'elle donne et l'interne. Mais ça peut être aussi complètement dévastateur d'avoir une belle plaquette en papier glacé, plastifiée même, de rapport RSE. Et puis en interne, il y a une personne qui est en effet payée pour faire le rapport RSE, mais elle est pas aux manettes, il n'y a pas de politique complètement. C'est du bullshit. Et la difficulté, en interne. Ouais, c'est ça. Et la difficulté de cette image d'une entreprise va être de vérifier en effet que le site, que les premières rencontres, les premiers avis soient alignés avec nos valeurs. Mais pour moi là, ça passe surtout par une partie humaine, quoi. Entretien, de se dire qu'est-ce que vous faites pour tel et tel sujet qui me touche. Ça peut être biodiversité comme l'océan, comme je ne sais quoi, mais en tout cas, est-ce que voilà, j'ai cette affinité là personnelle avec telle valeur là, tel impact et qu'est-ce que votre entreprise fait aujourd'hui. J'ai vu votre rapport, vous parlez de ci ou de ça, mais concrètement, moi, dans mon boulot, comment je vais contribuer à ça? C'est un des points qui est le plus en plus difficile, notamment pour les gens qui sortent d'école. On avait tendance à dire qu'on cherchait une entreprise qui amenait du sens sur sa marque employeur. Et aujourd'hui, je dis souvent à des patrons, les jeunes, ils veulent plus seulement du sens, ils veulent de l'impact. C'est-à-dire que oui, ils sont une entreprise qui va faire des choses pour réduire tel ou tel impact, tel ou tel déchet, telle ou telle énergie gaspillée, etc. Mais comment eux,
ils contribuent quoi. Dans leur poste, dans leur fiche de poste, mission, etc. Est-ce qu'ils vont, voilà, quelqu'un qui est à la chaîne, est-ce qu'il va vraiment contribuer à cette réduction de gaspillage, à cette réduction de, c'est pas une évidence. La notion, voilà, la différence entre une entreprise avec du sens et une entreprise qui donne la possibilité d'avoir de l'impact. Et ça fera à mon avis beaucoup de différence sur la marque employeur à venir. Et du coup, ça, donc faut le partager bien sûr sur les documents. Mais du coup, il faut être très transparent dans toute sa communication, sur son site, sur ses plaquettes, sur tout ça. Et au final, avoir une connaissance très profonde des missions de chacun et de l'impact de chacun dans sa boîte, quoi. Ouais. Toute la difficulté, elle est là. C'est que pour quelqu'un de l'externe, faire la différence entre quelqu'un qui a cette notion-là, cette capacité de voir en transverse et puis de voir son bilan carbone, c'est pas juste un 10 000 € d'une boîte de conseil parisienne qui est venue mettre un chiffre, c'est je sais où est-ce qu'il faut que je travaille et les gens du secteur dans lequel ça se passe sont au courant et toute cette transformation-là d'un papier glacé, elle est compliquée, mais elle est aussi l'enjeu d'IFAE. C'est-à-dire que on a fait le choix, on a pris la décision de ne pas faire du conseil en RSE, de ne pas faire parce qu'on s'est dit que cette partie expertise RSE à vendre dans des petites structures, c'est déjà hyper compliqué. Une petite structure qui a les moyens de se payer quelqu'un en RSE pur, c'est compliqué. Mais on pense aussi que l'impact finalement il est par les opérationnels qui sont au quotidien et dans l'usage. Quand on parle de sobriété notamment énergétique, on est bien dans l'usage, hein. Si on fait attention à comment est-ce qu'on appuie sur l'accélérateur de sa voiture, comment on joue avec le relief, on gagne 8-30% de carburant, hein. Donc cette notion d'usage, elle est finalement par les opérateurs, les managers opérationnels, même de direction d'une entité. Du coup, on a fait le pari de pas aller chercher des experts de la RSE. On a du DAF, du DRH, du SAQSE, du dirigeant, du juriste, du designer, etc. Par contre, ils sont tous sensibilisés à. C'est-à-dire que dans leur quotidien, ils travaillent pas sur de la RSE. Par contre, ils ont une envie d'impact. Donc, dans leur métier, ils vont aller chercher les leviers qu'ils ont pour avoir de l'impact. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut réussir à déceler et dans une entreprise ou à créer dans une entreprise, c'est un patron qui est aligné, qui a cette vision sur les impacts RSE, mais un management qui est aussi informé, formé, sensibilisé, en tout cas qui a les leviers suffisants pour savoir quel est son impact et quels sont ses leviers du quotidien, quoi. Pour créer des habitudes dans ses équipes, pour mener des actions propres à ses équipes. Et ça existe de plus en plus, hein, des entreprises comme ça qui s'alignent tant en externe avec l'image marque employeur qu'en interne avec les groupes de travail et d'aller chercher des talents. Je me souviens d'une anecdote, je sais plus qui la tient, d'un patron qui voulait par passion, par envie, avoir des ruches sur son terrain. Voilà, il a été chercher une entreprise qui lui a mis des belles ruches sur son terrain avant de se rendre compte finalement qu'il avait un apiculteur passionné dans ses équipes et que là aussi aller chercher, solliciter les talents, les envies, les passions de chacun, les slash finalement de ses salariés, ça peut permettre aussi alors certes de créer des ruches si on a un passionné d'eux, mais potentiellement il a aussi plein de talents qui sont pas identifiés et qui peuvent permettre. Combien il y en a qui se mettent à la maison à faire du zéro déchet, qui se mettent à refaire de la permaculture en jardin, tout ça s'exploite aussi. Et c'est d'autant plus attractif et fidélisant pour un salarié que d'être exploité pour aussi sa passion d'à côté, quoi. Bon, là encore, je sais pas si je suis très clair, mais si, moi, je comprends très très bien. Gentil. Je pense que ceux qui nous écoutent aussi. Justement, on parle beaucoup de cette transition sociale et environnementale. Est-ce que j'ai vu sur le profil LinkedIn que tu avais mis la bannière de l'université d'été de l'économie de demain. Est-ce que tu peux nous... J'y vais le jeudi, ouais. Est-ce que on y était avec Laura l'année dernière, cette année bien sûr
on reste tranquillement à la maison en attendant d'aller à la maternité. Tu peux nous partager aussi de manière un peu plus, je sais pas, euh, large, euh, avec qui ou comment tu nourris et comment tu t'informes, comment tu grandis justement dans cette vaste question qui nous qu'on se pose tous et en même temps qui est très très compliqué euh, à y répondre et on pourra pas le faire en un claquement de doigts. Comment tu avances, comment vous avancez avec Marielle au sein d'IFAE, au sein de aussi peut-être on va petit à petit transiter un petit peu sur la vie familiale. Comment voilà tu réponds et tu nourris un petit peu cette sphère. Ça fera en effet une belle transition avec le perso, puisque quand on est aligné, et quand notamment on est entrepreneur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas c'est parce que ça résonne, quoi. Et donc en effet, tout ce qu'on va avoir fait ou tout ce que nous allons initier côté perso, c'est aussi parce que c'est aligné avec le côté pro, et ça peut. Aujourd'hui, j'ai pas de dichotomie sur cet impact-là et cette volonté d'impact-là. Comment est-ce qu'on a structuré ça pour IFAE? On a déjà formulé notre raison d'être. Là, il y a un Martin Richer que je conseille, qui est dans un cabinet qui est sur Paris, qui s'appelle Des enjeux des hommes, mais qui fait. J'ai rencontré plusieurs fois avec Marielle Barbe, qui est juste passionnant et qui structure un peu ce qu'est une raison d'être et comment on structure ça. Il y a eu la loi Pacte qui est passée l'année dernière sur les entreprises à mission. Donc on a formulé cette raison d'être. On a souhaité planifier l'incorporation dans nos statuts, donc devenir une entreprise à mission en 2021. C'est des choses qu'on a beaucoup hésité à faire dès la création. Et puis nos différents contacts nous l'ont déconseillé. La loi Pacte venait de sortir, il n'y avait pas les décrets encore, c'était quand même compliqué, donc on n'a pas fait. Les grands groupes commencent on a vu les premières communications sortir sur le sujet. Donc notre objectif, c'est néanmoins d'être la première entreprise de portage salarial à mission. Ça, c'est un vrai enjeu. Pour faire ça, donc il y a l'écrire dans les statuts qui est un acte fort, mais il y a après, on est dans la construction d'un organe de suivi qui est composé de parties prenantes, donc de candidats, de clients, de gens du territoire, qui seront capables d'identifier les points positifs et négatifs de la réalisation et du plan stratégique à 3 ans. C'est aussi pour ça qu'on a démarré dès cette année par Sustaining, c'est être capable de structurer un plan d'action concret sur ces sujets-là. Donc, certes, on prend des engagements dans le statut côté juridique, mais après, on prend aussi des engagements à travers ça vis-à-vis de toutes nos parties prenantes pour vérifier que on est aligné vis-à-vis d'eux. Et là, forcément, on aura une envie, certes, de n'incorporer dans notre comptabilité que les gains qu'on a fait pour IFAE. Par contre, on aura envie de pousser fort aussi pour mettre en avant les clients qui auront fait, qui auront impacté, qui auront réduit, qui auront amélioré tel ou tel objectif de développement durable. Donc une fois qu'on a fait cette coquille-là, après on la remplit dedans avec de la connaissance qui est en effet partout et en même temps nulle part, parce que le rapport du GIEC, par exemple, on en parle beaucoup. Des 2 degrés du rapport du GIEC, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont lu, quoi, parce que c'est quand même très dense, très compliqué à lire, en anglais en plus, même s'il y a du traduction française, je crois qu'ils sont parlés depuis peu, mais donc pour remplir de connaissances, et on a affaire à des slashers qui sont fanas de ça, donc c'est quelque chose qui est passionnant à faire, c'est qu'on va concaténer, récolter, mettre à disposition sur des serveurs toutes ces données-là qu'on aura triées, répertoriées de façon les plus ludique possible. Donc on va avoir aujourd'hui sur notre serveur, on va avoir des choses qui sont, je suis en train d'ouvrir pour pas te raconter de bêtises,
des choses qui sont spécifiques à la raison d'être et les entreprises à mission, par exemple, comment ça marche et pourquoi faire, qui vont être sur la partie impact social. Donc là, on est sur toute la partie hybridation et carrière. Mais on a aussi toute la partie redonner du sens à sa vie professionnelle, toute la partie future of work, différents supports et formations. Puis après, toute la partie environnementale, on va avoir des documentations de l'ADEME, du GIEC. On est shifter, c'est-à-dire qu'on est bénévole au Shift Project, qui est une association qui travaille pour la décarbonation de l'économie. On est après dans plein de réseaux où on récupère, entre guillemets, où on digère toutes ces informations-là et on essaie, et c'est l'un des gros axes de communication de notre profil LinkedIn, de notre page IFAE, c'est de digérer cette info-là et de la communiquer. Donc, on va avoir une association en rupture, j'en ai parlé tout à l'heure, qui prône l'économie bleue, donc au nom sous les termes de Günther Pauli, d'économie circulaire, enfin voilà, plein de supports et de données d'entrée différentes qui permettent de créer de l'émulation, de créer de la discussion, des échanges autour de ces divers sujets. L'enjeu étant, à un moment ou à un autre, d'impacter, c'est-à-dire que tout ce bagage-là étant disponible, on a un potentiel après, quand on est en mission chez le client, d'aller chercher tel ou tel support, tel ou tel outil, telle ou telle personne qui a déjà mis ça en place, et puis d'aller travailler, une DRH dans une PME peut être amené à travailler la quantité de viande, de carnet, par exemple, à la cantine avec le CE. Ça, en termes d'impact carbone, ça peut être juste quand on a pris conscience de ça, ça peut être juste être énorme d'avoir une viande par semaine, d'en avoir tous les jours, hein, c'est juste bluffant d'impact. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, très concrètes, très pragmatiques, mais qui sont mises à dispo et qui sont échangées dans notre réseau et lors de nos rencontres. Super, très très riche. Du coup, deux transitions. Je passe avant de passer justement à la famille, on va dire. Tu parlais de beaucoup de réseaux. Tu parlais aussi beaucoup de territoires. Tu m'avais partagé en préparant l'entretien que vous faisiez partie du CJD, du réseau Entreprendre aussi. Est-ce qu'on peut faire un petit aperçu, un petit tour de tous ces réseaux et justement de ce qu'ils vous apportent et aussi de ce que vous, en tant que membre, vous devez apporter à ces différents réseaux? C'est ce que j'ai découvert avec la partie arrêt métier dont je parlais tout à l'heure, pour juste refaire le lien avec ça. C'est aussi le cœur de l'ADN IFAE, c'est de faire du réseau, donc de mettre en réseau sur un territoire. On n'envoie pas nos talents à Lyon, à Paris, etc. On est vraiment sur le territoire pour le territoire. Et tout ça, ça amène une importance, en effet, on est persuadé, que cette notion de réseau est la clé de beaucoup de choses. Et donc sur le territoire, on a en effet plusieurs typologies de réseaux. On est lauréat du réseau Entreprendre Vendée, qui est une filiale, non, c'est pas une filiale, je sais pas comment ils appellent ça, mais une entité en tout cas du réseau Entreprendre au niveau national. Donc là, c'est de l'accompagnement de dirigeants sur la santé financière, je dirais pas que ça, mais sur la vie de l'entrepreneur. Et du coup, ça pour être lauréat, vous aviez dès le début de la construction IFAE, vous avez candidaté ou... Oui, ouais. Là c'est candidature, après c'est sur dossier, sur entretien, sur présentation à un membre un collectif de dirigeants du territoire. Et le deal, je crois, sur réseau Entreprendre, c'est de candidater, bien sûr, après de faire un petit peu sa vie, mais surtout après, une fois qu'on est un petit peu plus, on va dire, expérimenté ou senior en tant qu'entrepreneur, c'est de repartager l'expérience qui a été vécue, c'est ça? Pendant 2 ans, on a un point mensuel avec un dirigeant du territoire. Et derrière, on a pour engagement d'accompagner des entrepreneurs du territoire. Mais pour IFAE, c'est juste naturel. C'est juste complètement logique et complètement naturel et avec bonheur. Donc oui, c'est en effet un engagement que j'oublie vite, mais qui est juste dans notre ADN, c'est pour ça.
c'est voilà, donner pour recevoir. Et puis leur devise, c'est créer des employeurs pour créer des emplois. Là aussi, on était complètement en phase. Donc, il faut avoir cette ambition de créer de l'emploi pour être en effet lauréat du réseau entreprendre. Donc ça, c'est lauréat réseau entreprendre. En effet, si je reste dans le thème, il y a la partie French Fab, qui est le coq bleu, là, de la French Tech, c'est le coq rouge, là, la French Fab. Donc c'est un groupement industriel avec des patrons engagés sur la partie industrielle et relocalisation, etc. Il y a le réseau arts et métiers, il y a les réseaux RH de Marielle qu'on a depuis des années, qui ne sont pas propres à IFAE, mais qui sont évidemment des leviers d'information, de communication, en tout cas de réseau. Sur la partie RSE, on en a parlé un peu. Il y a Rupture, il y a les Shifters avec le Shift Project. Il y a Essor Vendée qui est une petite assoce en éco local autour de Montaigu, voilà, où on contribue à différents groupes de travail, différents auteurs. Sur Rupture, on est sur la comptabilité triple K, comme je vous en ai parlé. Sur les jeux Shift Project, on est plutôt sur la relecture de dossiers. Ils sont en train de faire des rapports sur divers secteurs d'activité. On a Coworking Vendée, qui est l'association des espaces de coworking et des tiers-lieux vendéens. Donc là aussi, une vision du futur du monde du travail qui met en avant les espaces de coworking pour tout l'impact potentiel de réduction des déplacements, mais aussi d'équilibre vie pro, vie perso. Enfin, il y a tout ça qui va dedans. Toute la difficulté du réseau, en effet, et c'est ce à quoi on est particulièrement vigilant et on l'a été notamment pour le CJD, qui a aussi un gros engagement en termes de temps, c'est de la formation, centre des jeunes dirigeants, formation, accompagnement, mais en échange, entre guillemets, il y a aussi une implication pour gérer des commissions, gérer des événements et mettre en avant des thématiques ou des CJD en lui-même, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Voilà, c'est des exemples On est très très réseau aussi avec Laura, elle fait partie du CJD. Je suis en train de faire le parcours pour y rentrer. Et puis je suis très très réseau aussi, divers et variés, parce que c'est pour nous la rencontre qui nourrit et qui permet d'être de plus en plus aligné. C'est super enrichissant, notamment en effet entouré de gens du territoire à proximité et puis aligné en termes de valeurs. C'est juste enrichissant là aussi pour lutter contre l'isolement, et c'est aussi l'enjeu de la communauté IFAE, c'est quand on est entrepreneur, on dépense un peu seul à décider, certes, mais aussi entre deux, quoi, tous les jours. Même si on est associé, on est seul quand on prend les décisions derrière son bureau et on mène vraiment. On est bien sûr responsable de sa vie, de la famille, mais de beaucoup plus de plusieurs familles en tant qu'avec nos collaborateurs et nos partenaires. On est vraiment responsable d'eux et c'est effectivement une part non négligeable de solitude, ou en tout cas de position un petit peu solitaire quand on doit mener cette barque. C'est un vrai enjeu de la communauté, c'est aussi d'affaiblir, de renforcer les liens et d'affaiblir cette distanciation sociale, et au contraire même si j'ai utilisé le terme de distanciation avec le Covid, c'est pas avec la Covid, c'est pas bien, mais cette notion de rapprochement, en effet, de connaissances, de compétences, d'expérience, pour être capable d'aller pas forcément plus vite, parce que ça prend du temps d'échanger, mais plus loin, quoi. Et puis après, il y a toute la partie slasher. Donc la partie slasher, on est beaucoup en contact avec Marielle Barbe. On fait une conférence au mois d'octobre. On a une plateforme qui s'appelle Cameo, qui est une plateforme d'entraide et de création de contenu pour multipotentiels et slashers. Ils sont sur Nice, donc ils sont pas sur le territoire, mais ils sont top. Enfin, voilà, plein de belles personnes. Super, je mettrai vraiment beaucoup de liens dans cet épisode, dans les notes de l'épisode. Ça apportera beaucoup de ressources.
Si du coup, là, la transition, quand même, on a l'impression que tu passes beaucoup, beaucoup de temps à veiller ou à rencontrer des personnes, mais du coup, sur la partie famille, il y a sur ton profil LinkedIn deux expériences très, très riches que l'on partage en plus, moi en tant que grand frère et vous en tant que parent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le pourquoi, le comment de ces deux parcours d'adoption que vous avez eu du coup avec Christelle, comment ça s'est un petit peu passé et quelle est l'expérience, quelle est la richesse de tout ce parcours de parents adoptants? Avec plaisir, même si je vois déjà l'heure, je m'étais dit il n'y avait pas plus d'une heure, hein, parce que après ça s'écoute pas bien, je vais être chiant. Là on est à 1h30. Ah si, moi je suis sûr que 2 heures ça s'écoute très très bien. C'est gentil. L'adoption internationale, ouais. Donc on a fait ce premier parcours-là une fois revenu en Vendée. Donc on en parlait brièvement tout à l'heure, mais c'est par des processus de PMA, procréation médicalement assistée, infructueuse sur la région parisienne. Ça a été aussi un élément déclencheur, parmi d'autres côté perso, mais en tout cas un élément déclencheur de notre fuite, on peut le dire comme ça, ce mot est pas trop fort, fuite de la région parisienne. Non, c'est bon, on a donné, on s'en va. L'adoption, on a les familles, les amis, on avait nous aussi des opportunités d'expérience, sans pour autant s'y projeter très fortement, mais en tout cas on avait déjà parlé il y a quelques années. Comme je disais, on s'est connus, on avait 14 et 15 ans, donc on a eu le temps de parler de pas mal de choses. Et l'adoption faisait partie. On avait notamment un couple de la famille qui est expat aux États-Unis depuis des années et qui sont venus adopter en France. C'est pour ça qu'on a refusé les expatriations Safran Danone au moment de partir de Paris. Et donc on a démarré vraiment l'adoption en arrivant, en revenant sur le territoire vendéen. Je pourrais en parler des heures, j'ai essayé de faire court et pragmatique. L'adoption, c'est compliqué. L'adoption, c'est dans les années 2005-2006, 4000 adoptions réalisées à l'étranger. Et aujourd'hui, en 2019, on était à 400. Donc, et déjà, en termes de pourcentage de dossiers qui aboutissent, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est un vrai projet. C'est dur de l'industrialiser. Industrialiser, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est dur de le structurer comme un projet en tant que tel. Mais c'est tant côté administratif que côté c'est le cas. Voilà, c'est le cas, quoi. C'est un vrai projet. Et il faut pas il faut y aller à l'émotion, parce que c'est ce qui nourrit et c'est ce qui permet de passer toutes ces étapes, et l'émotion et la digestion de ces émotions parmi le couple, dans le couple, c'est juste indispensable. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'étapes, beaucoup de jalons à passer. Il faut aussi être pragmatique. Si on a un pays de rêve qui est le Burundi, qu'en fait 10, 20, 30 peut-être par an, ou depuis les 10 dernières années, pardon, parce qu'ils doivent être plutôt à 1 ou 2 par an. Ben voilà, si c'est ce pays-là, il faut se poser la question sur l'opportunité et est-ce que le projet est viable, quoi. Donc il faut aussi, hélas, parler de statistiques, se dire le Brésil, la Colombie, nous c'était le Vietnam, voilà les pays qui aujourd'hui, on ne sait pas demain, mais en tout cas aujourd'hui sont en croissance, ça n'existe pas, mais qui sont le moins en baisse, et qui sont plus acceptables, qui ont le meilleur potentiel. Enfin, c'est triste quand on parle d'enfants, mais voilà. Donc le parcours de parents adoptants, voilà, il y a aussi des formations associées, il y a aussi, on est dans des assos qui sont top d'adoptants et d'adoptés sur le territoire. On a eu la chance de trouver une assos qui est sur Cognac, qui fait le Vietnam et le Brésil, et nous on avait
une affinité pour l'Asie depuis toujours, avant même de parler d'adoption. Donc on est parti sur le Vietnam avec une assoce qui a eu la chance de très bien marcher. Hein, sur les 400 enfants dont je parlais, ils en sont sur le territoire français. Le Vietnam en fait une 50aine. Donc plus de 10%, voilà, c'est énorme. C'est ça. Plus de 10% sont au Vietnam. Donc c'est encore fallait-il le savoir quand on a démarré les projets il y a 4-5 ans et parier sur le fait que ça allait rester à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça a été le cas et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 petits garçons adoptés. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance qu'on savoure tous les jours, tout à fait. Donc un premier projet en décembre 2015, mais qu'on a lancé 3-4 ans avant. Et pareil pour le deuxième, et on est revenu du Vietnam poussé par la Covid en février 2020. Donc voilà, deux beaux projets, de trouver la sauce et avoir beaucoup de chance aussi sur les opportunités, être fort dans son couple sur tous les parcours psycho et sociaux qui vont avec, qui sont rien d'exceptionnel, mais qui sont faut se poser les questions avant d'y aller, quoi. Il faut être clair sur ses envies ou sur son envie justement. Donc non, c'est des très beaux parcours, des très beaux projets et des finalités qui sont juste magiques par rapport à une PMA qui peut vite faire marche arrière. Hein, quand on fait un processus de PMA, il y a des chutes qui sont un peu brutales. Ça marche pas, ça marche pas, et puis un coup, ça marche pas. Ça avance, mais ça recule aussi très fortement. On repart de zéro, quoi. L'adoption, la moyenne est à 8-10 ans hein, pour avoir un enfant, donc c'est énorme. Le dossier peut ne pas être accepté, peut ne pas aboutir. Hein. On est sur 4-5% des dossiers en gros qui aboutissent. Mais par contre, ça, c'est long, mais ça avance, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas. Là aussi, il faut pas partir la fleur au fusil, mais c'est des projets qui, avec tous ces jalonnements, avec toutes les organismes agréés pour l'adoption aussi, qui permettent de structurer un peu ces démarches-là. Hein. Je parle pas de partir en indépendant, en individuel pour aller chercher un enfant dans un pays qui est pas agréé, qui a pas signé la convention de l'AE, c'est encore plus aléatoire, mais dans tout ce qui est bien structuré par les gouvernements respectifs, ça avance et ça se fait bien. Mais c'est de plus en plus compliqué. Je vous ai parlé un peu des chiffres tout à l'heure. Et donc, il faut aussi avoir conscience que ça peut hélas, ne pas aboutir, quoi. Et du coup, est-ce que tu sais si, en parallèle, si c'est de plus en plus compliqué et si le nombre diminue d'enfants adoptés à l'étranger, il y a en parallèle une croissance d'enfants adoptés en France? Il y a une relative stagnation et peut-être, oui, ma femme serait là à vous sortir les chiffres du tac au tac. Mais d'accord, c'était au cas où si tu savais. Oui, il y a une relative. C'est relativement intéressant de rester sur la partie pupille de l'État, donc en France, ouais, tout à fait. Et c'est la seule qui peut se cumuler avec une OA à l'international. C'est-à-dire quand une OA à l'international accepte votre dossier, elle demande souvent l'exclusivité, ce qui est plutôt cohérent, parce qu'elle se met à travailler pour vous trouver un dossier, enfin pour trouver aux enfants qu'elle a sur place le bon dossier et peut-être le vôtre. Et le seul exclusivité qui est pas obligatoire, c'est la partie française, où on peut en effet lancer en parallèle une demande de pupille de l'État. Voilà, le hasard a fait que dans nos amis et couples qui sont une vingtaine, trentaine, il y en a pas, mais c'est peut-être juste un hasard et aussi ce qui nous a rapprochés, c'était l'adoption internationale. Mais oui, je sais que les chiffres sont plutôt corrects, pas bons, mais corrects. Ok, mais super, merci pour toute cette transparence, ce partage. 1h30 maintenant de conversation. Je vais finir par quelques questions un petit peu plus directes ou un petit peu plus spontanées pour clôturer un petit peu l'échange. Et puis, je suis déjà très très content d'avoir appris beaucoup de choses
grâce à toi. Et en tout cas, redécouvert peut-être aussi quelques personnes que je vais aller, quelques ressources que je vais aller juste après approfondir une nouvelle fois. Avec plaisir, si tu as besoin de compléments de ressources. Du coup, c'est super. Du coup, c'est parti pour quelques petites questions. Si tu devais avoir un objet dans ta poche tous les jours, lequel serait-ce? J'ai déjà le smartphone, mais je sais pas si tu y compte. Un vrai objet Tu me rassures. Tu me rassures. Je resterai quand même beaucoup dans le visuel avec une simple photo de nous quatre, trop bien. la famille. Superbe. Si tu devais, on va dire, changer de métier demain, bon, c'est ce que tu fais régulièrement. C'est compliqué comme question. C'est ce que tu fais régulièrement, mais est-ce qu'il y a un métier hors, je sais pas, du coup, toutes les fonctions de l'entrepreneur que tu as aujourd'hui qui t'attire? Là, j'ai recité le livre d'Emily Wapnick, mais c'est de trouver un métier qu'elle appelle business renaissance. Il y a un métier qui est d'entrepreneur, où tu embrasses toutes tes envies, toutes tes compétences, etc. Mais qui est aussi, et je pense qu'avec IFAE, je l'ai créé, mais je suis pas, voilà, c'est l'avenir qui le dira, qui est aussi un business renaissance, c'est-à-dire qu'il va être capable de se nourrir de mes envies. Demain, je veux faire de la formation, faire de ci, de ça, etc. Est-ce que je peux dans pas cette coquille, mais dans cette solution et dans cette vision, y créer mes prochains métiers. Donc ça sera l'enjeu, c'est de faire renaître IFAE au fur et à mesure des envies, des projets, des rencontres. Super, je connaissais pas et c'est notamment l'une des personnes que je vais creuser, ressources que je vais creuser. Elle a un TEDx sur YouTube qui a 7 millions de vues, qui est juste qui est une bonne première je le mettrai en note. Approche. Si tu devais découvrir ou redécouvrir une culture, une langue, un patrimoine, tu nous dirais? Je suis tenté par le Vietnam, même si j'ai déjà été 3 fois dans ma vie. Je pense que la partie culturelle ne se limite pas à un seul, c'est compliqué, parce que même en culture française, je veux dire, je suis novice. Donc c'est un cumul de cultures plus qu'une culture unique. Et sur la partie langue, ça a vraiment été un des points difficiles que j'ai résolu il y a seulement 4-5 ans grâce à une belle personne. Mais les langues sont une ouverture au monde, mais tant qu'on ne l'a pas compris, on n'arrive pas à les intégrer. Comment tu l'as réglé, ce souci? Une simple, en tout cas c'est comme ça qu'elle se vend, une simple prof d'anglais. Ah oui, d'accord. Sauf que cette prof d'anglais, j'en ai eu 20 avant, et que celle-ci, elle a travaillé sur l'émotion avant de travailler sur l'anglais, et il a juste été un révélateur pour moi, et ce qui me permet aujourd'hui avec l'anglais déjà, même si j'adorerais poser la question d'augmenter ce portefeuille-là, mais j'ai que l'anglais, mais c'est déjà énorme pour le monde. Et d'ailleurs, j'ai pas posé la question, avec vos 2 enfants, ça a été simple de communiquer? On a été chercher le premier à 1 an, et le deuxième il avait 18 mois. Donc il y avait des sonorités vietnamiennes, asiatiques pour sûr, mais pas eu de difficulté de langage, trop. Okay. Pas eu de retard particulier, au contraire. C'est une langue qui est très qui est plein de nuances, le vietnamien, et du coup à répéter ils sont particulièrement forts, en fait, ils sont particulièrement doués, donc c'est pas comme passer d'un guttural allemand à du latin. Je pense que ça pourrait être peut-être plus compliqué pour des enfants. Là, on est vraiment sur du chanté et une largeur de vocalises qui est assez intéressante au Vietnam. Et du coup, répéter même un Français qui parle, ils le font assez vite. Super. Si tu pouvais inviter la personne de ton choix au restaurant, qui choisirais-tu et pourquoi? Ça serait Bertrand. Mais pour rien te cacher, déjà le mardi prochain avec lui, parce que on a un projet de déménagement pour construire une maison passive et autonome, et je sais qu'il en est un des experts du coin, donc je vais l'inviter en effet à déjeuner pour explorer ce monde qui s'ouvre à nous aussi. Ah, super. Encore une belle aventure qui s'annonce là. Probablement.
Si tu avais une ressource, tu nous en as partagé beaucoup, mais si tu avais un coup de cœur ou sur une expo, un artiste, un film, un livre, un podcast que tu voudrais nous partager en cette fin d'épisode, lequel serait-ce ? Pour en effet pas citer tous ceux que j'ai déjà cités, je pense à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si on s'est eu que peu de fois au téléphone, mais il aura l'occasion de venir sur le territoire au mois de mars pour une conférence avec IFAE. Je recommande son livre, c'est Jérémy Lamry, et son livre c'est Les compétences du XXIe siècle. Et je vais pas refaire le teaser du livre, mais c'est un livre qui est dédié à la partie soft skill, qui parle de compétences, qui part d'études scientifiques pour en identifier quatre compétences clés qui sont plutôt des compétences molles, des soft skills, qui sont la créativité, la communication, l'esprit critique et la coopération, et qui sont, voilà, pour moi les 4 compétences qu'il faut aussi réussir à identifier et potentiellement à mettre en avant sur un CV ou lors d'un entretien parce qu'il donne l'agilité à des changements, des ouvertures de carrière différents. Voilà pour un livre à découvrir. Super, merci encore une fois beaucoup pour tout ça. Dernière question. Pour moi, le podcast est un magnifique moyen de laisser une trace, un héritage. Et du coup, dernière question, est-ce que quel mot ou quelle phrase, quel petit discours tu partagerais pour laisser une trace à tes enfants? À mes enfants, direct, paf. Direct. La place est à toi, juste pour eux. Eh bien, ne choisissez pas. Ne choisissez pas, juste slasher. Voilà. Magnifique, super. Mais intense. Merci beaucoup Teddy, c'était très très riche. Et encore une fois, j'étais étonné, entre guillemets. Hein. On faisait très attention à rencontrer d'abord les personnes, mais encore une fois, les exceptions nous feront grandir. Et encore une fois, cette belle conversation, je pense, va intéresser beaucoup de personnes et va en nourrir beaucoup. Donc merci beaucoup et longue vie à IFAE sur le territoire vendéen. Merci à toi. Et si notre 1h48 sert à aiguiller et à aider quelques personnes, on aura atteint notre objectif, ça serait top. Merci à toi Gaël pour l'opportunité en tout cas. Et à très bientôt du coup face à face. Avec plaisir. Dans un bon petit resto vendéen. Avec plaisir, à très bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.